Posons-nous une question un peu inconfortable, pour commencer. D'accord, je t'écoute. Comment est-ce qu'on peut être la génération la plus connectée de toute l'histoire de l'humanité Ouais. et en même temps compter des millions de personnes qui se sentent profondément seules? C'est le grand paradoxe. Bah oui, on peut envoyer un message instantané à n'importe qui en une seconde, faire des appels vidéo sur un autre continent, on peut avoir 3000 abonnés sur les réseaux. Sans même sortir de sa chambre. C'est ça. Et pourtant, on peut se sentir totalement invisible. La solitude aujourd'hui, c'est plus juste un petit coup de blues le dimanche soir. C'est une vraie épidémie silencieuse. Et je suis ravie d'être là pour en parler parce que ce qui est fascinant ici, c'est que le décalage est vertigineux. Ravi de t'avoir avec moi pour cette analyse approfondie de nos sources. Merci. En fait, on vit dans un monde où on est littéralement jamais hors ligne. Toujours joignable. Mais le vrai sentiment d'appartenance, il est en chute libre. Ouais, c'est ça. Et le but de notre plongée dans les sources aujourd'hui, c'est pas du tout de culpabiliser qui que ce soit. Non, surtout pas. On veut juste comprendre la mécanique de ce phénomène. On va décortiquer pourquoi ça arrive maintenant, l'impact direct sur le cerveau, et surtout pourquoi le vieux conseil de sortir plus, ça marche pas du tout. Et on va bien sûr parler de ce qui fonctionne vraiment. Mais juste pour donner une idée de l'ampleur du problème, en 2023, l'administrateur de la santé publique des États-Unis, le Surgeon General, a dû déclarer officiellement que la solitude était une crise de santé publique majeure. Ah oui, quand les autorités médicales s'en mêlent, c'est qu'on a dépassé le simple stade émotionnel. D'ailleurs, décortiquons un peu tout ça par rapport à la biologie. Allons-y. Dans nos sources, il y a cette statistique qui m'a sidéré. La solitude chronique augmente le risque de mortalité de la même façon que si on fumait 15 cigarettes par jour. 15 cigarettes par jour. Attends, on parle bien de vraies cigarettes, hein. C'est pas juste une métaphore pour dire que ça fait mal. Non, c'est purement biologique. Le corps encaisse la solitude comme une agression physique. C'est fou. Et pour comprendre pourquoi, il faut regarder du côté de notre évolution. Pendant 99% de l'histoire humaine, appartenir à la tribu, ça signifiait la survie. D'accord. Et l'isolement, c'était la mort assurée. Un ancêtre chasseur-cueilleur tout seul, il survivait pas longtemps face aux prédateurs. Donc la tribu, c'était le bouclier. Exactement. Le système nerveux humain s'est câblé comme ça. Le problème, c'est que ce système n'a pas fait de mise à jour pour s'adapter au Wi-Fi. Ah, donc le logiciel est un peu obsolète. Voilà. Le cerveau primitif traite l'isolement social exactement comme un danger de mort imminent. Et j'imagine que l'imagerie médicale le prouve aujourd'hui. Complètement. Les neurosciences nous montrent que la solitude active exactement les mêmes régions du cerveau que la douleur physique. Ah oui, le cortex singulaire antérieur, c'est ça. C'est ça. C'est la zone qui s'illumine quand on se brûle ou qu'on se casse une jambe. Elle s'illumine pareil quand on subit un rejet. La douleur sociale, c'est une douleur bien réelle neurologiquement parlant. Donc le cerveau déclenche des alertes physiologiques. Ouais. Il augmente le cortisol, l'hormone du stress. Ce qui crée de l'inflammation. Exactement. Ça réduit la qualité du sommeil parce qu'on reste en hypervigilance et au final, ça détruit le système immunitaire. C'est pas juste dans la tête, c'est dans nos cellules. Et le pire, c'est qu'il y a une sorte de boucle infernale là-dedans. Les documents l'expliquent super bien. Plus on se sent seul, plus le cerveau devient paranoïaque sur le plan social. La fameuse hypervigilance. Voilà, on commence à interpréter des trucs super neutres comme du rejet. Quelqu'un met 2 heures à répondre à un SMS et on se dit « Ah, il m'ignore, je vaux rien ». Et du coup, on se retire encore plus pour se protéger. Ce qui crée encore plus de solitude, c'est un cercle vicieux terrible. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant quand on regarde notre mode de vie actuel. Soyons honnêtes, la vie moderne est ingénierée pour l'efficacité, pas pour l'appartenance. Ah, ça c'est sûr. On a le télétravail, la livraison de repas sans contact, le streaming au lieu d'aller au ciné, les applis de rencontre. On a remplacé la proximité par des pixels. Et la profondeur par la vitesse. Si on relie ça à une vue d'ensemble plus philosophique, Aristote disait déjà dans la politique que l'homme est par nature un animal social. C'est pas une option, c'est notre biologie. C'est ça. Marc Aurèle écrivait que les humains sont faits pour coopérer comme les mains et les pieds d'un même corps. Même le bouddhisme met un accent énorme sur le sangha, la communauté. Et nous, on glorifie quoi aujourd'hui? L'indépendance absolue, le self-made man. Jusqu'à l'isolement émotionnel, oui. On a très bien appris à vivre seul, mais on a oublié comment appartenir à un groupe. Ce qui nous amène au vrai problème de fond. La solitude, c'est pas toujours l'absence de monde autour de soi. Non, on peut être dans une pièce bondée et se sentir atrocement seul. Et c'est là que la psychologue Brené Brown intervient dans nos notes. Elle dit que la connexion, c'est l'énergie qui existe quand les gens se sentent vraiment vus,
entendu et valorisé. Mais pour être vu, il faut se montrer. C'est là que ça coince. La culture moderne nous apprend tout l'inverse. On doit performer, on doit impressionner, paraître fort à tout prix. Surtout sur les réseaux sociaux. L'algorithme récompense la performance et les moments forts, pas l'authenticité brute. On cache nos failles. Et le fait de se cacher, ça crée la solitude. C'est quand même une ironie cruelle. On a des discussions de groupe avec 47 personnes. Mais personne n'a appelé quand on fait une crise d'angoisse le mardi soir? Exactement. On partage des mèmes toute la journée, mais on souffre en silence derrière l'écran. C'est la lutte privée la plus synchronisée de la planète. On maîtrise parfaitement la communication, mais on a perdu la communion. Alors qu'est-ce que tout ça signifie au fond? Comment on s'en sort concrètement? Les sources sont claires, on l'a dit. Le remède, c'est pas de juste sortir plus ou télécharger une nouvelle appli pour se faire des amis. Non, la vraie solution, c'est la profondeur intentionnelle. Moins de connexions, mais des connexions plus profondes. Tout à fait. Et il y a un plan d'action très précis en 4 étapes qu'on peut tirer de la psychologie pratique. La première étape, c'est de pratiquer la micro-vulnérabilité. J'aime beaucoup ce terme. Comment ça marche en pratique? Le but, c'est de choisir une conversation par jour et d'aller 10% plus en profondeur. Au lieu de répondre au classique « ça va » par « oui, super et toi ?» Le fameux pilote automatique. Voilà, on casse le pilote automatique, on répond quelque chose comme « honnêtement, je me sens un peu débordée en ce moment ». Pas besoin de raconter toute sa vie, juste baisser la garde de 10%. Et c'est fou comme la profondeur invite la profondeur. Quand on s'ouvre un tout petit peu, la personne en face se sent autorisée à le faire aussi. Exactement. Ça nous amène à la deuxième étape qui est de créer des contacts répétés. L'appartenance ne se forme pas en une seule fois. C'est pour ça qu'à l'école, c'était si facile de se faire des potes. Parce qu'on voyait les mêmes visages tous les jours. À l'âge adulte, on doit forcer ça. Il faut s'inscrire à une activité hebdomadaire, un club de lecture, une chorale ou du bénévolat, peu importe. La régularité prime sur l'activité. Oui, la fréquence crée la familiarité crée la sécurité, et la sécurité permet la connexion. C'est mathématique presque. Et la troisième étape? Réduire la consommation passive. Faire défiler des photos sur son téléphone pendant des heures, ça donne une petite décharge de dopamine qui mime l'interaction sociale. Mais le cerveau profond n'est pas dupe. Non, il sait très bien qu'on est seul. L'idée, c'est de remplacer 30 minutes de défilement passif par une conversation active. Appeler quelqu'un, lui laisser un vrai message vocal ou prendre un café en chair et en os. L'action plutôt que la consommation. Et enfin, la quatrième étape, et c'est le paradoxe ultime, il faut reconstruire la connexion à soi-même. Ça paraît contre-intuitif quand on parle de solitude. Oui, mais si on est déconnecté de ses propres émotions, si on fuit son propre silence intérieur, on aura un mal fou à se connecter aux autres. On ne peut pas partager ce qu'on ne connaît pas. Exactement. Tenir un journal, faire de la thérapie ou simplement aller marcher en silence sans musique, ça aide à se connaître pour pouvoir se laisser connaître par les autres. Il y a une métaphore que je trouve géniale dans nos notes pour résumer tout ça. Faire défiler les réseaux sociaux quand on se sent seul, c'est exactement comme regarder une vidéo YouTube d'un feu de cheminée quand on est en train de geler dehors. C'est une super image. Ça a l'air chaleureux, on entend le bois crépiter, mais ça dégage aucune chaleur réelle. Ça sauve personne du froid. La vraie connexion humaine, c'est de s'asseoir autour d'un vrai feu de camp. Oui, c'est parfois inconfortable. La fumée va dans les yeux, c'est un peu chaotique, le bois pète, mais c'est chaud. Et c'est cette vraie chaleur qui nous maintient en vie. C'est exactement ça. Et les bénéfices quand on réussit cette guérison sont énormes. L'anxiété chute, la confiance remonte, le corps se répare physiquement avec la baisse du cortisol. Le sentiment d'appartenance, c'est pas un petit luxe sympa, c'est de l'oxygène psychologique. Et je pense que pour toute personne qui souffre de ce problème, il faut rappeler une chose essentielle. Se sentir seul, ça ne veut absolument pas dire qu'on est indigne d'être aimé. Pas du tout. C'est pas une faille personnelle. C'est juste le symptôme d'une vie moderne qui a fragmenté la profondeur humaine. Le remède, c'est la vérité, la présence et le courage de baisser le masque. Dire vraiment comment on se sent et demander à l'autre comment il va réellement. Et ça soulève une question importante pour l'avenir. Si notre cerveau traite le rejet social comme une vraie douleur physique, Ouais. et qu'on a bâti une société qui inflige cette douleur à des millions de personnes sans le vouloir, C'est un peu un système de torture par défaut. c'est ça, eh bien peut-être que la prochaine grande révolution de santé publique ne se fera pas dans les hôpitaux ou avec des nouveaux médicaments. Elle se fera dans la façon dont on va repenser l'architecture de nos villes, de nos bureaux et le code de nos espaces numériques.
pour forcer des vraies rencontres humaines. Des collisions réelles, imprévues et surtout pas scénarisées par des algorithmes. C'est une perspective fascinante sur laquelle on va laisser mijoter ceux qui nous écoutent aujourd'hui. C'est un beau défi pour notre société. Un immense merci de m'avoir accompagné pour démêler tout ça. Et à tous ceux qui nous ont suivis, on espère que ça vous donnera envie d'avoir cette fameuse vraie conversation dès aujourd'hui. À très vite pour une nouvelle analyse.